Bonjour à tous et merci d'être là. Alors aujourd'hui, sans surprise, on va parler de l'IA au service des services à la personne. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors la première fois que j'ai parlé d'IA à une personne dans ce secteur, elle m'a répondu « c'est quand même pas l'IA qui va repasser les chemises de mes clients ». Alors oui, effectivement, l'IA ne va pas repasser les chemises, ni faire les petits bricolages ou les réparations. Mais, donc là c'est notre IA qui n'a pas envie, hein. Mais les entreprises de service à la personne, c'est beaucoup plus que ça. C'est tous ces métiers, donc c'est de l'aide à domicile, c'est du jardinage, c'est du ménage, du repassage, des petites réparations, mais c'est également des tâches administratives, du support client, du développement commercial, du marketing, de la communication, de la formation, de la gestion de planning, de la gestion de stock. Et sur tous ces aspects, l'IA peut vous aider aujourd'hui. Donc l'IA va vous aider aujourd'hui à être plus efficace, à être plus rapide et à faire globalement plus en moins de temps. Alors qui suis-je très rapidement? Je suis Joëlle Ekoulété-Mathieu, je suis consultante au sein d'une société qui s'appelle Immoran, dans laquelle on accompagne les entreprises à mettre l'IA au service de leur activité. On va identifier avec elles les cas d'usage les plus pertinents et ensuite les aider soit sur la base d'outils de marché à la mettre en place, soit avec des développements particuliers qui vont être mis en place pour ces entreprises-là. Alors comment on en arrive là? Pourquoi on se met à développer de l'IA? Alors moi je le dis souvent, c'est en cherchant à faire plus en moins de temps et je fais l'éloge de la paresse. Parce que c'est grâce à la paresse qu'on a finalement réussi à développer tous ces outils qui aujourd'hui nous facilitent la vie. Je vais vous proposer un petit retour sur l'IA avant qu'on passe vraiment aux cas pratiques et aux différentes façons de l'utiliser. La première fois qu'on parle d'IA, qu'on parle d'une IA qui va arriver, qui va être un danger pour l'humanité, c'est en 1920. En 1920, on a un écrivain tchécoslovaque qui s'appelle Karel Čapek, qui fait une pièce de théâtre qui s'appelle Rozum Universal Robots. Robot, ça veut dire robota, ça veut dire travail, corvée, esclave dans la langue slave. Et en fait, au départ, il imagine des machines qui ont été créées par les hommes pour les aider dans leurs tâches, sauf que ces machines développent une conscience, asservissent l'humanité et prennent le contrôle des hommes. Donc, ce qu'on a dit il y a 2 ans quand ChatGPT est arrivé, on l'imaginait déjà il y a 100 ans. Puis globalement, on est toujours là. Donc, ça permet aussi un petit peu de démystifier et de relativiser. En 1927, on a encore un méchant robot, Metropolis, qui arrive. On a un qui est un peu moins méchant, R2D2 en 77, Terminator, Matrix. Mais globalement, en fait, l'IA dans la culture populaire est très négative. Elle est vue de façon très négative. Et encore aujourd'hui, on s'en rend compte. À côté de ça, si vous voyez sur la frise du haut, on a en 1956 la conférence de Dartmouth qui est un peu la conférence fondatrice sur l'IA, mais surtout la première IA conversationnelle, le premier GPT, il date de 1966. C'est Elisa, c'est un robot en fait conversationnel qui est un robot, un psychologue hegélien. C'est-à-dire que c'est un psychologue à qui vous allez dire « je me sens pas bien aujourd'hui ». Il va vous demander « pourquoi dites-vous cela ?» Mon mari m'a dit qu'il voulait me quitter. Comment cela vous fait-il vous sentir? Alors, ce n'était pas une IA très évoluée, mais elle avait des réponses comme ça un peu prédéfinies qui permettaient aux gens d'avoir l'illusion de parler avec un psychologue. Et elle a tellement bien marché que les gens ont développé une dépendance à cette IA et ont été très malheureux quand elle a été arrêtée. Parce que c'était une étude plutôt universitaire quand elle a été faite. On a des systèmes experts. Alors pour ceux qui étaient là, on s'en souvient, il y a eu Deep Blue en 97 qui a battu Garry Kasparov aux échecs. Et puis donc l'arrivée de ChatGPT en 2022. En 2022, quand ChatGPT arrive, alors déjà c'est la version 3.5, donc il y en a bien eu avant. Dès 2018, on a eu des premiers GPT, mais qui n'étaient pas grand public. Et ce qui change en fait avec cette IA,
c'est que pour la première fois, on ne nous donne pas un outil qui a déjà une fonction, comme Siri. Siri, c'était l'IA de nos téléphones à qui on pouvait dire « Siri, peux-tu me dire ça ?» Siri, voilà. Il fonctionnait sur l'écosystème de notre téléphone. Pour la première fois, on a une IA dont on peut faire ce qu'on veut. C'est un outil qu'on nous met à disposition, à charge pour nous de l'utiliser comme on en a envie. Et c'était ça la vraie révolution de ChatGPT. Pour la première fois, en fait, on a des humains qui n'ont plus à apprendre le langage de la machine pour parler avec elle. On a une machine qui comprend le langage de l'humain et qui lui permet d'interagir directement avec elle. Au-delà de ça, l'IA, elle était dans notre vie déjà depuis un certain temps. Vous savez, dans votre appareil photo, quand vous avez les visages qui sont détectés, c'est de l'IA. Votre GPS qui vous dit quel est le meilleur chemin à prendre en temps réel, c'est de l'IA. Vos ampoules connectées qui s'allument selon l'heure de coucher, il y a déjà de l'IA dans nos vies depuis un certain temps. Donc quand on a un petit peu quelques craintes ou autres, il faut savoir qu'on vit avec depuis longtemps et que globalement, c'est un outil qui nous permet d'aller plus loin. Alors rapidement, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une simulation du raisonnement humain par des machines. C'est une capacité des systèmes à reproduire des tâches qui normalement devraient nécessiter une intervention humaine. Ce n'est pas de l'automatisation, ce n'est pas de la robotisation, ce n'est pas de l'algorithmique. C'est vraiment cet aspect, je simule un raisonnement humain. Et il y a un truc qui est très important qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est avant tout un calcul de probabilité. Dans une IA comme OpenAI, comme ChatGPT, il y a des centaines de milliers de milliards de données qui ont été intégrées. Et à partir de ces données, quand vous allez poser une question, l'IA va faire un calcul de probabilité. Ces mots, dans cet ordre, dans ce contexte, doivent vouloir dire cela et doivent attendre telle réponse. Donc, ce n'est pas magique, c'est vraiment des calculs de probabilité avec un traitement de langage. Les limitations de l'IA, c'est la dépendance aux données de qualité, on y reviendra, les biais algorithmiques, les enjeux éthiques, les coûts de mise en œuvre et surtout les enjeux environnementaux. J'essaie d'utiliser chacune de ces interventions pour rappeler aux gens que l'IA, c'est bien, il ne faut pas s'en passer, mais c'est également très coûteux. Utiliser, faire 25 requêtes dans ChatGPT, c'est un demi-litre d'eau douce. Entraîner un modèle pour un nouveau modèle de GPT, c'est 250 allers-retours Paris-New York. Donc c'est comme la voiture, c'est génial, on s'en sert quand on en a besoin, mais quand on n'en a pas vraiment besoin, quand on a envie de trouver le restaurant du quartier qui fait de la pizza, ben on va sur Google comme avant. On l'utilise vraiment quand on en a un vrai besoin. Alors, GPT, qu'est-ce que ça veut dire? Transformateur génératif préentraîné. C'est un outil qui va permettre aux applications d'interpréter, analyser et générer du texte. Le G est parce qu'il permet de simuler la génération de contenu, texte, images, audio, vidéo, code informatique. Le P, c'est parce qu'il a été préentraîné sur la base de centaines de milliards de données, également du texte, de l'image, de l'audio, de la vidéo, pour lui permettre de savoir ce qu'il doit générer à partir de nos demandes. Et le T, alors c'est le cœur finalement du réacteur, c'est ce qu'on appelle le transformateur. C'est cette architecture qui permet de comprendre les connexions entre les mots. Quand on envoie des mots dans un outil comme un GPT, c'est le transformateur qui va permettre de comprendre les connexions, le contexte, voire les émotions, selon les mots utilisés, et de prédire le résultat attendu. C'est grâce à ce transformateur que selon la façon dont vous allez poser une question à un GPT, vous allez avoir potentiellement une réponse différente. Alors, on a ChatGPT qui est arrivé en 2022, qui a fait beaucoup de bruit. Modèle de langage basé sur l'IA développé par OpenAI, conçu pour générer du texte conversationnel et interagir avec les utilisateurs. Donc, beaucoup de craintes au départ, beaucoup d'angoisse, mais également beaucoup d'enthousiasme et de fascination. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un modèle, il y en a plusieurs. Il y a Gemini de Google, il y a Mistral AI, qui est d'ailleurs français, c'est important de le noter. Il y a Claude, qui lui n'est pas français malgré son nom, Perplexity, Grok. Donc on a plusieurs aujourd'hui outils de génération qui existent et qui viennent concurrencer OpenAI.
Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, ce qui a changé avec les GPT, ce n'est plus à l'humain d'apprendre le langage de la machine pour communiquer avec elle. Désormais, la machine a appris le langage humain et communique avec nous. Il y a souvent une angoisse, j'entends souvent, l'IA va tous nous remplacer. C'est terrible, vous ne vous rendez pas compte, on va tous perdre nos travail, perdre nos métiers, pardon, avec l'IA. Ce que je réponds souvent, c'est que l'IA ne remplacera pas les travailleurs. Certains métiers, ça a été évalué à 6% de métiers. Ce n'est pas rien. Certains métiers, effectivement, peuvent disparaître, pas seulement avec l'IA, mais également avec l'automatisation et autres. Mais la grande majorité des métiers va survivre. Et ce qui va remplacer les travailleurs, c'est les travailleurs qui n'utilisent pas l'IA seront remplacés par les travailleurs qui utilisent l'IA. Donc c'est important de s'y mettre, c'est important de s'approprier cette nouvelle technologie. C'est aussi important que quand l'ordinateur est arrivé il y a quelques années, quand la calculatrice est arrivée il y a quelques décennies déjà, c'est un nouvel outil qu'il va falloir apprendre à utiliser. Alors une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Très simplement, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous allez vous créer un compte pour jouer un petit peu avec, si vous le souhaitez, sur un GPT. Un GPT, ça peut être ChatGPT, ça peut être Gemini, ça peut être Mistral AI, ça peut être Claude, Perplexity ou Grok. Vous le créez avec votre compte email, mot de passe. Vous le créez avec votre compte Google ou Microsoft. Des fois, on a des applications automatisées, en version gratuite ou payante, en version web ou mobile. Ça vous sert à quoi, une fois que vous avez fait ça? Si vous le souhaitez, vous pouvez lui demander de vous créer une image d'un chat en tutu rose qui danse sur la planète Mars. C'est une application, je pense, que tout le monde rêvait d'avoir. Plus sérieusement, pourquoi faire d'un point de vue professionnel? Il y a énormément d'outils qui existent aujourd'hui, qui vont vous permettre de vous transformer en Superman, d'avoir un chat qui danse, d'aller sur Mars. C'est génial et elles existent et vous pouvez les découvrir. Moi, je vais vous parler plutôt des applications vraiment professionnelles avec un axe aujourd'hui sur les services à la personne. Qu'est-ce que vous pouvez en faire si demain vous voulez l'utiliser pour votre travail? Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré ce slide, les tâches admin, le support client, le développement commercial. On va commencer à les dérouler un petit peu et je vais vous donner des exemples pour chacune de ces tâches, des types de demandes que vous pouvez faire à l'IA pour qu'elle vous aide à travailler plus efficacement. Si on commence par les tâches administratives, imaginez que vous ayez un tableau de données qui répertorie toutes vos prestations effectuées par mois. Vous pouvez lui demander de vous aider à catégoriser ces données, à organiser ces données pour faire un tableau par type de service, durée, intervenant, afin d'analyser les performances de l'entreprise. Donc là, vous avez de la data, vous avez plein de données dans votre base de données. Comment l'analyser, comment en tirer des informations? Vous pouvez lui faire une requête de ce type. Vous avez un contrat client pour du ménage, du repassage. Vous avez envie d'avoir un autre contrat pour quelque chose d'un peu différent. Alors, soit vous repartez de la page blanche, soit vous faites du copier-coller, soit vous donnez également à l'IA le modèle de contrat en disant « À partir de ce modèle de contrat, propose-moi un nouveau modèle tenant compte de ces variations. » Et l'IA va vous aider à, en quelques secondes, à avoir un nouveau modèle de contrat. Vous avez un email à écrire. Aide-moi à rédiger un email pour informer l'équipe qu'une nouvelle procédure a été mise en place pour le suivi des heures supplémentaires, inclut une explication claire, un rappel et un contact. Alors tout ce que vous voyez en bleu, c'est des données variables, c'est des exemples que je vous donne, mais effectivement, bien sûr, vous les faites varier avec ce qui vous intéresse. Et là, l'email que vous auriez peut-être mis un quart d'heure, 20 minutes à écrire, vous l'avez qui est généré en 20 secondes. Donc tout ça, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, vous font gagner des heures sur votre journée de travail. Procédure interne. Vous avez pas mal de procédures qui ont été expliquées par des emails, par des échanges à droite à gauche. Vous avez envie de commencer à les structurer. Aide-moi à rédiger un modèle de procédure standardisée pour l'attribution et la récupération des clés des domiciles des clients, en détaillant les étapes à suivre, les consignes de sécurité et les registres à tenir. Donc là, si vous deviez l'écrire, vous prendriez peut-être une bonne heure, 1 heure et demie.
pour rédiger ça. Là, en quelques secondes, alors c'est ma demande, elle est très petite, hein, elle n'est pas lisible, mais c'est juste pour vous montrer, je vais avoir un modèle de procédure standardisée qui va apparaître. Et donc, je vais avoir toutes les étapes de la procédure, l'utilisation des clés, la remise des clés. Tout cela sera détaillé juste avec la demande très courte que j'ai faite. À charge pour moi derrière de dire, j'aurais rajouté ça, ou ça, je ne l'aurais pas mis comme ça. Et ça, l'IA m'a permis de gagner énormément de temps parce que plutôt que de partir de la page blanche, j'ai ces éléments qui ont été préparés pour moi par l'IA. Imaginons tout ce qui va être tâche de support client. Aide-moi à rédiger un message pour informer un client qu'un intervenant sera en retard. Assure-toi de maintenir un ton professionnel. Voilà. C'est des emails qu'on fait tous les jours, mais à chaque fois, on se dit, OK, il faut que je commence à l'écrire et autres. Là, pareil, en 10 secondes, il est fait. C'est vraiment le temps de faire la demande pour vous. Après, vous changez le nom, le prénom du client, le nom, le prénom de l'intervenant et l'email est écrit. À la limite, même, vous pouvez faire comme ça une bibliothèque d'emails qu'après, vous pouvez réutiliser et aller chercher à chaque fois, sans repasser par l'IA à chaque fois. Réponse à une demande de devis. Vous recevez une demande de devis sur votre site internet. Vous avez quelqu'un qui vous a dit « J'aimerais avoir un devis pour 4 heures de repassage par semaine réparties sur 2 jours. Est-ce que vous pourriez me faire un devis ?» Vous demandez à l'IA sur la base de données que vous allez lui préciser. Voici mes tarifs de repassage, voici mes tarifs minimum par intervention. Et l'IA va vous proposer un devis qui sera structuré, organisé et que vous pourrez derrière envoyer à votre client. De nouveau, vous pourriez le faire vous-même, mais vous y passeriez peut-être 1 heure. Avec l'IA, vous y passez 2 minutes. Donc, c'est toutes ces petites automatisations, toutes ces petites requêtes qui vont vous permettre de gagner du temps sur votre journée de travail et du temps sur l'administratif pour vous concentrer sur le développement de votre activité, sur le développement commercial, par exemple. Aide-moi à rédiger un email de suivi pour demander à un client comment s'est déroulée la dernière intervention. Aide-moi à rédiger une réponse à un client qui n'est pas satisfait d'une prestation. C'est des emails qu'on n'aime pas tellement faire en général. On va commencer à l'écrire, arrêter, recommencer. Et là, de nouveau, avec l'IA, en quelques secondes, on va avoir une réponse pour un client qui nous a dit qu'il n'était pas satisfait de sa prestation, qui va être générée à charge pour nous de le modifier un petit peu. Et en général, c'est plutôt bien écrit et plutôt bien organisé et structuré. Imaginons que vous ayez des tâches de développement commercial. Là, vous pouvez lui demander « Aide-moi à rédiger un email de prospection attractif pour présenter nos services à une liste de nouveaux prospects dans notre zone. » On a la liste des dernières entreprises qui sont installées, on a la liste des nouveaux arrivants, enfin voilà, on a notre base de données. Et là, on peut demander à l'IA « Aide-moi à rédiger un email qui met en avant notre expertise, notre type d'intervention, notre respect de l'environnement, enfin on y met ce qu'on veut et l'IA va vous faire quelque chose qui sera bien tourné, bien organisé, sans que vous ayez à vous dire comment je l'écris, comment je le formule. Ou alors, en allant chercher, on est nombreux à faire ça, on va voir un petit peu dans son email, j'ai reçu un email qui était pas mal écrit, je vais recopier un petit peu et je vais adapter. Avec ça, on peut gagner pas mal de temps. Aide-moi à rédiger un email pour proposer un partenariat à une agence immobilière indépendante. Aide-moi à rédiger une proposition commerciale. On a une proposition commerciale à faire. On va demander, par exemple, à l'IA, sur la base de mes prestations, sur la base de ce que demande le client, aide-moi à rédiger une proposition qui va détailler notre approche, qui sommes-nous, comment on intervient, pourquoi nous choisir nous. Tous ces éléments-là, même dans la structuration, l'IA va vous aider à le faire. Là où, des fois, on n'a pas forcément dans l'idée de tout ce qu'il faut faire pour la structurer. Vous avez des clients qui existent déjà. Vous avez envie de faire une campagne commerciale pour les encourager à essayer un autre service que vous proposez. Vous pouvez également demander à l'IA de vous aider à rédiger une campagne email là-dessus. Et là, l'IA va vous permettre de rédiger un email mettant en avant les avantages avec une promotion, par exemple. Tout ce qui va être marketing et communication. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà ChatGPT pour le marketing, pour les posts?
D'accord, quelques-uns. Donc là, c'est vraiment l'utilisation, on va dire, la plus simple, la plus facile. Aide-moi à rédiger un post pour les réseaux sociaux qui présente mes services, qui insiste sur mon engagement écologique, par exemple. Bon, voilà. Aide-moi à rédiger un email pour informer nos clients d'une promotion. Aide-moi à rédiger une description pour mon site web. Vous êtes en train de créer un site web. Vous vous demandez comment je formule la présentation de mes services, comment je formule ma présentation, comment je formule tous ces éléments-là. Vous pouvez demander à l'IA de vous aider à générer ces textes-là. Et si vous n'êtes pas satisfait du premier élément, vous recommencez. Il y a quelque chose également qu'il faut retenir et qui est très intéressant quand vous utilisez de l'IA. Quand vous lui faites une demande, dites-lui « Pose-moi toutes les questions qui te semblent pertinentes avant de me répondre. » Et à ce moment-là, avant de vous répondre, quand vous allez dire « Aide-moi à rédiger la section d'accueil de mon site internet pour ma société de jardinage. » Avant de vous répondre, elle va vous dire où est-ce que vous êtes situé. Est-ce que vous avez un positionnement particulier? Quels sont les éléments que je dois prendre en compte? Est-ce que vous avez un positionnement par rapport à l'écologie? Est-ce que vous avez un positionnement par rapport à l'emploi d'un certain type d'employé? Tous ces éléments-là, elle va les clarifier pour ensuite vous rédiger une description la plus pertinente possible. Aide-moi à rédiger un article de blog. Donc les fameux 5 conseils pour préparer votre maison à l'hiver. On en parlait tout à l'heure avec l'un d'entre vous. Pour mettre en avant non seulement des services pratiques pour le client, mais également pour mettre en avant notre expertise. Pourquoi vous faites des articles de blog? Parce que quand vous avez un site internet, s'il ne vit pas, si vous ne l'alimentez pas régulièrement, d'un point de vue SEO, il est dégradé. Donc vous devez régulièrement publier du contenu. Je pense que ça, on vous l'a déjà dit, hein, sur tout ce qui est site web. Et pour le faire régulièrement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'écrire des articles, demandez à l'IA de vous aider. Et demandez à l'IA de vous aider avec des éléments qui vont permettre d'avoir un article qui n'est pas un article bateau. Dites-lui, voilà le ton de voix que j'emploie, voilà l'endroit où je travaille, voilà ma zone de chalandise, en tout cas, je travaille dans les Yvelines, je travaille dans la Moselle. Voilà des éléments qui vont permettre d'avoir un article le plus personnalisé possible. Si vous lui dites juste ça comme ça, il va vous faire un très bel article, mais il va manquer un petit peu d'âme. Donc, donnez-lui des éléments à chaque fois sur vous, sur votre entreprise, pour avoir l'article le plus personnalisé et le plus pertinent possible. Vous avez des employés. Vous pouvez lui demander, aide-moi à rédiger un script pour une session de formation destinée à de nouveaux employés sur les meilleures pratiques pour, par exemple, interagir avec des clients difficiles en incluant des exemples concrets et des techniques de communication. Vous savez que vous devez le faire, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre et quoi mettre dedans. L'IA peut vous aider à structurer ce module de formation, à dire voilà les points abordés, voilà comment les aborder, voilà des techniques à proposer à vos employés. Et là, je vous donne des exemples, mais bien sûr, c'est déclinable sur tout. C'est vraiment des exemples pour, on va dire, initier la réflexion chez vous, à charge pour vous de trouver ce qui est le plus pertinent quand vous démarrez. Aide-moi à rédiger une fiche de poste pour un assistant administratif spécialisé dans la coordination des plannings, par exemple. Donc là, de nouveau, l'IA va vous rédiger une fiche de poste. Et quand on lui dit une fiche de poste, on n'a pas besoin d'en dire plus. Il sait comment c'est fait. Il va faire un encart décrivant l'entreprise, donc il faut quand même lui donner des infos sur l'entreprise, un encart sur les missions, un encart sur les compétences attendues et un encart sur comment candidater. Il a déjà cette structure en tête parce qu'il a été entraîné sur suffisamment de données pour savoir à quoi ressemble une fiche de poste. Et donc, c'est aussi énormément de temps gagné. Ça vous permet même, à un moment donné, si vous n'avez pas encore de structure et que vous posez la question à chaque fois, de définir une structure de fiche de poste. Et après, vous lui direz à chaque fois, génère-moi ma fiche de poste en suivant la structure A, B, C, D, avec les différentes sections que vous lui aurez indiquées. Base de connaissances. On a
pour beaucoup d'entreprises de services à la personne, des procédures assez détaillées. Moi, j'ai parlé avec une entreprise qui m'a dit avoir une vingtaine de procédures, chacune de plusieurs dizaines de pages, sur le nettoyage des sols, sur le nettoyage des ventilations, sur le nettoyage des mobiliers en cuir, en bois, sur le nettoyage des literies, avec à chaque fois des recommandations d'outils à utiliser, de démarches à suivre. Et là, l'idée, c'est que votre employé, il arrive chez le client, les 40 procédures, il les a peut-être pas en tête, il peut se dire, je vais aller voir dans la base de connaissances de l'entreprise, et donc l'employé est chez l'entreprise. Là, c'est l'exemple d'une entreprise qui fait du nettoyage dans un établissement médico-social. L'employé demande quel détergent utiliser pour une salle de bain. Et la réponse qu'elle va avoir n'est pas la réponse Google, où on va avoir autant de réponses que de personnes qui ont réfléchi à la question. C'est la réponse de l'entreprise, selon les procédures de l'entreprise. On a par exemple la question comment traiter la literie. Et là, de nouveau, on va avoir une réponse qui sera spécifique à cette entreprise de service en établissement médico-social, qui va dire voilà le nettoyage classique, voilà le nettoyage en cas d'infection parasitaire comme une gale ou autre. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas sur Google, des choses que vos employés n'oseraient peut-être pas vous demander en passant un coup de fil, mais qu'elles peuvent avoir finalement dans leur poche en allant intervenir chez le client grâce à la base de connaissances que vous aurez mise en place avec une IA. Tâche de planification. Vous avez beaucoup d'employés, beaucoup de demandes à gérer. L'IA va vous aider, par exemple, à analyser les plannings des 3 derniers mois pour identifier les périodes de forte demande afin de prévoir des ajustements peut-être de recrutement ou de la mobilisation d'intervenants. Donc là, on est sur de l'analyse de données. Vous avez une année de données dans votre base, vous la sortez, vous l'entrez dans l'IA en téléchargeant un fichier Excel, par exemple, en disant « Voici ma base de données, voici les éléments que tu vas y trouver, aide-moi à en tirer des informations sur les charges, sur la saisonnalité éventuellement, sur les compétences qui pourraient me manquer ou les recrutements à prévoir. » Optimisation des plannings. Voici les données des prestations prévues pour la semaine prochaine. On lui donne les dates, les heures, les intervenants. Peux-tu m'aider à optimiser la répartition des missions pour réduire les déplacements inutiles et équilibrer les charges de travail? L'IA peut le faire. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Peux-tu analyser ce tableau des employés qui reprend pour chaque employé la zone d'intervention, les spécialités et les jours? Dis-moi si pour la spécialité ménage, alors c'est l'exemple que je vais vous montrer, tous les arrondissements sont couverts tous les jours de la semaine. Donc là, je lui ai donné une liste d'employés avec pour chaque employé la spécialité, ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, l'arrondissement dans lequel il intervenait et la compétence, et le jour, pardon, les jours de travail. Et à partir de ça, je lui ai dit, est-ce que tous mes arrondissements sont couverts? Il me dit, attention, dans le 10e arrondissement, vous n'avez aucun employé de ménage. Dans le 19e non plus. Vous avez du jardinage, vous avez d'autres choses, mais pas de ménage. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à le visualiser de façon graphique? Et là, il me crée un graphique où il va me dire, le ménage, il y a quand même des arrondissements où il y a 0 employé. Alors c'est ma faute, hein, c'est pas une vraie entreprise, c'est des données de test. S'il y avait une entreprise comme ça, elle aurait des soucis à se faire. Mais il va me montrer là où il y a un employé, là où il y a 0 employé, là où il y a 2 employés. Et il va me le montrer pour tous les jours de la semaine, pour le lundi, le mardi, me permettre comme ça de zoomer jour par jour. Et ça, il me l'a généré en une trentaine de secondes, ce tableau-là, qui me permet d'aller naviguer et de voir où est-ce que ça fonctionne bien, où est-ce que j'ai du mal et où est-ce qu'éventuellement je dois soit recruter, soit réallouer des personnes en disant, écoute, tu faisais que le 17e, le 18e, le 19e, tu vas devoir descendre aussi un peu dans le 16e. Parce que là, j'ai personne et il va falloir que tu interviennes sur cet arrondissement. Donc ça, pour la visualisation de données, pour la gestion de données, ça peut être assez puissant aujourd'hui. Je vais lui demander un autre exemple. Voici mon tableau de demande client. Peux-tu m'aider à assigner chaque demande
à un intervenant en fonction de leur spécialité et en fonction des demandes clients. Et là, de nouveau, je vais avoir un planning qui va être fait. Alors là, j'étais du 2 janvier au 8 février, où il va me dire, pour la demande 1, voici l'employé 1, pour la demande 2, voici l'employé 43, et ainsi de suite, et me permettre d'assigner mes clients également par prestation. Et donc là, je peux voir sur toutes mes prestations, sur la plomberie, sur le ménage, sur le repassage, qui intervient quand. Autre exemple, j'ai différentes adresses à couvrir dans la journée pour une prestation qui nécessite de se déplacer. Je peux demander à l'IA, voici toutes mes adresses sur lesquelles je dois intervenir aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à identifier l'itinéraire le plus intelligent? Donc là, il va déjà me poser les points en me disant, bah, vous avez une intervention à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ensuite, il va aller me calculer un itinéraire. Et cet itinéraire, il apparaît là. Il va me dire, bah, au vu de toutes les interventions qu'il y a à faire sur cette zone aujourd'hui, le plus intelligent est de le faire dans ce sens. Et il va me dessiner un itinéraire. J'aurais pu lui demander, peux-tu me proposer l'itinéraire en transport en commun? Et là, il m'aurait dit, ben voilà, partez de cette adresse, allez à cette adresse avec le métro 4 direction je ne sais quoi, descendez à telle station, et ainsi de suite. Pour un employé qui potentiellement ne serait pas encore totalement habitué, ou en tout cas se poserait des questions à chaque fois, il a son guide. Il sait où il doit aller et comment il doit y aller. Alors tout à l'heure, on parlait de la base de connaissances. Cet exemple-là, un de mes clients me disait, au-delà d'avoir la base de connaissances, je peux même avoir également une traduction dans la langue. Si la personne qui travaille pour moi n'est pas forcément la plus à l'aise dans la langue française parce qu'elle vient d'un autre pays, elle pourrait même avoir ses instructions en portugais, dans quelque langue que ce soit, avec une traduction qui se ferait automatiquement. C'est-à-dire qu'elle reçoit l'information, elle lui dit « peux-tu me le traduire dans la langue A ?» et elle a immédiatement la traduction. Comme ça, elle s'assure de bien comprendre les instructions qui lui ont été données. Est-ce qu'à ce stade, certains d'entre vous voient des cas d'usage auxquels ils n'avaient pas pensé, mais qui pourraient leur servir? Oui? Bon. La gestion des stocks. On peut demander à l'IA, sur la base de ma consommation de consommables, justement, aide-moi à prévoir les besoins en produits de jardinage pour le mois prochain, en tenant compte des données historiques, que si on arrive au mois de septembre ou au mois de novembre et qu'on lui demande de comparer au mois de juillet-août, ça n'a aucun intérêt, pour ce métier en tout cas, pour le jardinage. Mais en tenant compte des données historiques, de la saisonnalité et des prestations déjà prévues. Comme ça, ça peut vous donner des indications sur, attention, il est temps d'acheter tel type de consommable. Ou attention, l'année dernière, vous avez eu un pic sur tel type de consommable. C'est peut-être le moment d'en racheter avant d'attendre que ça manque. Donc ça, l'IA peut vous aider à faire cette analyse de données sur de la gestion de stock, cette analyse prédictive de données. Voici les données de consommation des produits sur les 6 derniers mois. Peux-tu m'aider à? L'IA va également le faire. Aide-moi à structurer un tableau pour suivre les entrées et les sorties de stock en catégorisant les produits, ménage, jardinage, repassage, les quantités utilisées par mission et les dates de réapprovisionnement. Et là, de nouveau, l'IA peut vous aider à gérer ces éléments-là. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre assistant. Votre propre assistant, c'est quoi? C'est un assistant sur GPT que vous allez paramétrer avec vos informations. Vous allez lui dire, voilà mon activité, voilà ma zone de chalandise, voilà mon nombre d'employés, voilà leur spécialité. Vous allez lui donner tout un tas d'informations dans sa base de connaissances qui vont lui permettre après de vous répondre de la façon la plus pertinente possible. C'est aussi avec un assistant, par exemple, que vous pouvez faire une base de connaissances interne en disant, voilà toutes mes procédures,
permet à mes employés, avec ce GPT que je ne partagerai qu'avec mes employés, de répondre, enfin, permet à mes employés de consulter les procédures en posant des questions directement, sans avoir à feuilleter toutes les pages du document. La personne, elle tape tâche, cuire, entretien ou nettoyage, elle a directement l'information. Et ça, aujourd'hui, avec une version payante qui est à 20 $ par mois de GPT, vous y avez accès. Ça demande un peu de paramétrage, ça demande un peu d'entraînement, ça demande quelques instructions, et on ne va pas le faire en une heure, mais il faut que vous sachiez que ça existe et que ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Et derrière, en termes de puissance et en termes d'options que ça vous offre, c'est beaucoup plus intéressant qu'un GPT classique. Pour vous donner un exemple, c'est un guide d'entrepreneurs que j'ai créé pour une maison des entrepreneurs à Versailles, où là, effectivement, on a pris avec eux un certain nombre de documents, de la PPI et autres, sur les étapes de création d'une entreprise, sur les points à suivre, sur les éléments d'attention, et on a créé un GPT qui guide un entrepreneur dans sa période de création, mais également après, et à partir duquel l'entrepreneur peut aller poser des questions. Donc plutôt que d'avoir les réponses Google qui, de nouveau, sont multiples et variées, certes toutes très intéressantes, il a quand même un guide qui est cohérent avec ce que cette maison des entreprises, cette maison des entrepreneurs, pardon, a validé et a identifié comme information pertinente pour les entrepreneurs. J'ai parlé avec pas mal d'entre vous et il y a un point qui revenait souvent qui était le recrutement, disant soit on a beaucoup de CV mais finalement il y a beaucoup de CV non adaptés et il faut trier. Donc une façon de le faire là, ça va être par exemple de dire je prends mes 100 CV que j'ai reçus ou je les prends par lot de 20 par exemple, je les charge dans l'IA et je lui demande non pas de les classer mais de les catégoriser et de me faire un tableau récapitulatif me disant pour chaque candidature, mets-moi des informations relatives au diplôme, à l'expérience, aux points forts de la candidature, aux points faibles et aux questions éventuellement à poser en entretien. Et donc ça vous permet de trier. Alors si vous avez par exemple, vous recrutez pour une garde d'enfants et que vous avez quelqu'un qui n'a fait que chauffeur-livreur comme expérience avant, ça vous permet en tout cas de voir qu'il y a peut-être un manque d'adéquation. Ça n'élimine pas le CV, mais ça vous permet de le trier. Alors, beaucoup m'ont dit également, j'ai des problématiques déjà pour trouver les personnes et pour avoir des candidatures. Et là, vous pouvez également, pour ce genre de choses, demander à l'IA de vous aider. Là, je lui ai dit, j'ai besoin de recruter plus rapidement pour mon entreprise de service à la personne desservant les communes de A, B, C. Peux-tu m'aider? Et là, il va me faire une stratégie en me disant... Avant de me faire une stratégie, il va me dire quels sont vos besoins en recrutement. Est-ce que vous recrutez du personnel administratif, des aides à domicile? Parce que forcément, ce n'est pas la même chose. Quelle stratégie ou outil est-ce que vous utilisez déjà? Et ça, c'est l'assistant que je vous ai montré tout à l'heure. Il est programmé pour ne pas répondre directement, mais pour poser des questions d'éclaircissement avant de répondre. Quels sont les défis que vous rencontrez? Pas assez de candidatures, qualification insuffisante, et une fois que je lui ai précisé tous ces éléments, là, il va pouvoir me faire une réponse la plus adaptée possible, en me disant, OK, 1, on va optimiser les canaux de recrutement. Alors, je ne vous ai pas tout dit, mais il y a 4 étapes, je ne vous les ai pas toutes mises. 2, on va essayer de rendre plus attractif. 3, on va travailler sur la cooptation, le recrutement. Et ainsi de suite, et il va vous donner comme ça des stratégies en disant, pour chaque stratégie, voilà comment vous y prendre, voilà comment la dérouler et la mettre en œuvre. Alors, comment écrire un prompt efficace quand vous êtes sur un GPT? Alors, un GPT, c'est ChatGPT, c'est Claude, c'est Grok, c'est toujours à peu près la même chose. Premièrement, donnez-lui le contexte. Je suis dans un process de création d'entreprise, je suis au stade de l'idéation, il s'agit d'une reconversion. Donc vous lui donnez des éléments qui vont lui permettre de comprendre d'où vous venez. C'est le contexte. 2, assignez-lui un rôle.
Tu es un coach stratégique et tu vas m'aider à évaluer mon idée de business sur tous les aspects pertinents pour sa réussite. 3. Procéder par étapes. Je vais commencer par donner mon idée pour que tu aies le contexte avant de te poser mes questions. Ne me réponds pas tout de suite. Attends d'avoir reçu toutes les informations. Et si tu as besoin de plus d'informations, pose-moi les questions. Si vous le souhaitez, et moi je le conseille, précisez la structure de la réponse attendue. Pour chaque question, donne-moi ta réponse par rapport à l'idée que je t'ai exposée, les points que je devrais creuser pour être complète dans mon analyse, les risques et opportunités, ainsi que tes recommandations pour m'y préparer. Réponds-moi au fur et à mesure que je te pose des questions. Et je lui demande s'il a compris. Et c'est seulement maintenant, une fois que je lui ai donné tout ça comme instruction, que je vais démarrer la conversation en disant « Voici mon idée. J'ai envie de lancer, je ne sais pas, un logiciel de surveillance pour les enfants dans le cadre... » Enfin voilà, quelque chose autour des services à la personne. On lui donne son idée à ce moment-là. Et là, vous allez avoir une IA qui va vraiment procéder étape par étape, de façon structurée, pour vous dire c'est pertinent ou pas. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez creusé ce point? Est-ce que vous avez pris en compte ces éléments? Qui va vous donner des conseils et qui va vous guider sur tous ces points. Et donc, quand vous faites des requêtes dans GPT, c'est un exemple, hein, mais ça s'applique à peu près à tout, donnez-lui un contexte, assignez-lui un rôle, donnez-lui la structure de la réponse attendue, si possible, avant de démarrer la conversation. Alors, et les images dans tout ça? Vous pouvez générer des images avec les IA. Pourquoi faire? Pour tout ce qui va être identité visuelle, packaging, logo, illustration, prototype, par exemple. Avec quels outils? DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, StyleGAN, Adobe Firefly ou Imagen Hub. Attention aux détails quand vous allez générer des images. L'IA a tendance à avoir des problèmes à générer les mains, les yeux, ne sont pas toujours très réalistes. Ne lui demandez pas d'écrire du texte sur vos images, il le fait très mal, à part quelques IA, en général ça ne marche pas très bien. Ou attention également au positionnement. La lumière également, les photos sont souvent assez sombres par défaut, et le format. Et vraiment, quand vous générez des images, soyez patient. Parce que c'est un processus qui est souvent assez itératif. Vous allez faire une première demande, vous allez vous rendre compte de ce qui ne va pas, vous allez lui demander de corriger. Alors avec DALL-E, par exemple, ce qui est intéressant, donc DALL-E, c'est dans la version payante à 20 $ par mois, vous allez pouvoir lui demander de corriger un aspect de l'image. Vous allez avoir, par exemple, vous allez lui dire, génère-moi une image d'un entrepreneur debout dans un entrepôt, il va vous le mettre avec les mains dans les poches, vous allez lui dire, ben, sors-moi les mains des poches. Quelque chose d'aussi bête que ça, il vous refait la même image, mais avec les mains qui sont positionnées différemment. Et ça, aujourd'hui, c'est possible, ça ne l'était pas il y a quelque temps. Alors, pour vous montrer une idée un petit peu de ce qu'on peut faire, je lui ai demandé une idée de packaging pour une marque de produits ménagers éco-responsables. Vous voyez, le rendu est pas mauvais quand même. Et c'est pas du packaging que vous allez aller pouvoir coller sur vos étiquettes de produits si vous avez envie de faire des produits brandés avec la marque de votre entreprise de ménage, mais c'est des étiquettes qui vont vous donner des idées pour aller créer les vôtres ensuite dans un outil de design ou pour aller demander à un créateur graphiste en disant voilà ce que j'aime, est-ce que vous pourriez faire quelque chose dans ce style-là? Ça vous permet de générer des idées, d'itérer un petit peu pour voir ce qui vous plaît et affiner. Voir, ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre d'illustrer votre site web. Là, je lui ai dit, ben, l'entreprise s'appelle Ava, c'est une entreprise de ménage. Elle veut brander ses produits ménagers avec ses propres étiquettes quand elle va chez ses clients. Ben, génère-moi des idées. Et donc, voilà ce qu'il m'a fait. Je lui ai demandé, alors c'était un peu différent, une idée de packaging pour une marque de cosmétiques éco-responsable. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on a sur le côté droit. De nouveau, c'est quand même pas mal en termes de rendu. Et donc, c'est cette qualité aujourd'hui de rendu qu'on peut avoir avec de la génération d'images par IA. Il y a des choses moins bien, il y a des choses meilleures, mais avec les bonnes requêtes, les bonnes demandes, on peut avoir ce type de rendu. Pour illustrer votre site, pour illustrer vos articles, pour illustrer vos newsletters, pour illustrer vos posts de réseaux sociaux, vous pouvez générer des images qui seront de qualité très correcte la plupart du temps. Alors, pour les logos,
On a pas mal d'outils qui permettent de générer des images, mais ils ne sont pas très bons quand il s'agit de faire des logos. Pourquoi? Parce que dans un logo, il y a un texte. Je vous ai mis l'exemple de ChatGPT d'Imorehub. Je lui ai demandé une marque de café qui s'appelle Ivoire Café. Vous voyez, c'est pas génial, hein. On a Ivor, enfin on a plein de choses qui ne sont pas pertinentes par rapport au nom qu'on lui a donné. Le seul outil qui s'en sort à peu près bien est un outil qui s'appelle Idéogramme, qui lui sait beaucoup mieux que les autres gérer le texte dans les images. Donc retenez-le, si un jour vous avez besoin de réfléchir à des idées, vous avez cet outil-là qui marche pas trop mal. Et les autres outils, même s'ils ne sont pas bons en termes de rendu, en termes de qualité, ils peuvent quand même vous donner des idées pour aller creuser après avec un graphiste ou le faire vous-même sur Canva, par exemple. Alors attention aux détails qui tuent. Les doigts. Vous voyez, cette dame a un nombre de doigts assez impressionnant. Ce monsieur a 3 bras. Le premier monsieur, tout à gauche, il a aussi un nombre de doigts. Voilà. Quand vous générez des images, regardez ces détails-là avant de les utiliser pour un usage professionnel, parce que c'est ce qui vous trahira, entre guillemets. Si vous voyez que la partie haute de l'image, vous ne vous rendriez peut-être pas compte que c'est de l'IA. Et quand vous allez voir les mains, vous allez dire là, il y a un truc qui ne va pas quand même. Et donc, voilà, c'est des points d'attention. Si vous utilisez l'IA pour générer de l'image, faites attention à ces éléments-là. Alors, il y a ce que j'appelle le coin des philosophes. C'est des questions qu'on me pose souvent, alors j'essaie de les adresser directement. Ça m'embête de faire travailler l'IA à ma place, j'ai l'impression de tricher. Je l'entends beaucoup moins quand même, hein, par rapport à l'année dernière. Bah, c'est comme avoir un assistant. Si vous aviez un super alternant, un super stagiaire, vous le feriez travailler sans état d'âme. C'est un assistant. Vous avez normalement un deuxième passage sur ce qu'il a produit avant de le partager. Et donc, il vous prépare le travail, à vous de le finaliser. Il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à être gêné. C'est un outil. Je crois que plus personne n'est embarrassé de calculer ses devis ou de calculer ses réductions avec une calculatrice. Ben, l'IA, c'est pareil. C'est vraiment à moi, tout ce que l'IA crée pour moi, dans la plupart des cas, oui. Quand vous utilisez ces outils d'IA générative, regardez les conditions générales, mais les principaux que je vous ai cités tout à l'heure, OpenAI, Claude par exemple, ont dans leurs conditions générales une clause qui dit précisément que tout ce que vous créez avec leurs outils vous appartient. Vous en avez la propriété intellectuelle. Leur outil vous permet de créer, mais aussi bien la requête que vous mettez en entrée, donc les données que vous mettez en entrée, que le résultat que vous avez en sortie, vous appartient à vous et à vous seul. Si vous passez par des outils tiers, qui sont des outils qui sont plugués sur ces IA, regardez les conditions générales. En général, on fait attention à avoir les mêmes clauses de propriété intellectuelle, où l'outil vous cède les droits de tout ce qui est créé par vous sur l'application. Ça va se voir que j'ai créé mon contenu avec de l'IA. Ça dépend. Si vous l'utilisez tel quel, sans le modifier, sans le revoir, oui, ça va se voir. Parce qu'en général, et sans le personnaliser. Quand on fait une requête vraiment très simple, ben la réponse est très simple et très standard. Quand vous commencez à faire une requête en disant à l'IA « Je travaille sur telle zone de chalandise, voici les valeurs de ma société, voici dont j'aime parler », elle va vous faire quelque chose qui sera tout de suite plus personnalisé. Si vous faites une image et que vous laissez 12 doigts à chacun de vos personnages, ça va se voir aussi. Donc là, c'est à vous d'être vigilant et d'aller vérifier ce qui a été généré et de corriger le cas échéant. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans le contenu qui a été généré par l'IA? Ça dépend. Quand vous lui demandez d'écrire un email, d'analyser des données, de rédiger un contrat sur la base d'un modèle, j'ai bien dit sur la base d'un modèle, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, ça va être bon. Quand vous lui demandez des statistiques, quand vous lui demandez des chiffres, j'ai un entrepreneur la semaine dernière qui me dit je lui demandais combien d'entreprises ont été créées en 2023 à Versailles. L'IA a répondu sans scier 1723. Mais en fait, elle n'en sait rien. Et c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Quand elle ne sait pas,
elle fait ce calcul probabiliste dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur la base des données antérieures, elle va vous sortir un chiffre. Elle ne le sait pas pour une raison qui est très simple, c'est que les données qu'on a aujourd'hui dans OpenAI sont arrêtées à octobre 2023. Donc il est bien incapable de vous dire combien d'entreprises ont été créées à Versailles en 2023. Mais ce qui est piégeant, c'est qu'il ne va pas vous dire « je ne sais pas ». Il va quand même vous répondre avec une donnée et avec beaucoup d'assurance, ce qui peut vous induire en erreur. Donc faites attention, ne lui demandez pas de chiffres, ou alors vous allez les vérifier, ou alors vous lui demandez la source des chiffres. Ne lui demandez pas de citation pour les mêmes raisons. Soit vous lui en demandez une et vous la vérifiez, soit vous allez la chercher vous-même. C'est vraiment toutes ces données-là sur lesquelles il y a des risques de données fausses. Donc faites attention à ne pas tomber sur ces éléments-là. Pour terminer, je vais vous montrer un petit peu la boîte à outils de l'IA. Alors notre paresseux, vous voyez, de tout à l'heure, il est bien équipé, hein. Alors c'est la boîte à outils générale. Je ne vais pas tous les passer. Je vais vous laisser faire une photo si ça vous intéresse. Donc ça va être tous les outils de génération de texte, génération d'images, génération d'audio, de vidéo, de code. Tous les outils d'automatisation, de création d'applications également, et les formulaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'ai envie de faire un questionnaire client, comment je m'y prends? Vous avez des formulaires qui permettent de le faire. J'ai mélangé un petit peu IA et no code, là, parce que c'est des outils qui vont vous permettre d'aller un peu plus vite. Et plus précisément, les solutions IA pour les services à la personne, parce qu'il y en a. Il y a des outils de gestion de planning qui existent. PlanD, Timefold, Exali, OptaPlanner, Schedulo sont des outils d'IA qui permettent de gérer vos plannings de façon plus facile. Si vous n'avez pas envie de passer vous-même par des intégrations de fichiers Excel dans GPT, sachez que ces outils-là existent. Des outils pour optimiser les trajets. Tout à l'heure, je vous ai fait une démonstration d'une optimisation de trajet. L'outil s'appelait RouteXL. C'est un outil, en tout cas, qui a une interface française. Vous avez également Exali et RouteForMe. Si vous avez des outils, alors tout ce qui est IA en termes de sécurité des patients, vous avez Teneraker, c'est un outil qui est canadien, c'est un outil qui va mettre des capteurs à différents endroits, par exemple d'un EHPAD, d'une maison de retraite, et qui va dire, voilà le périmètre dans lequel les résidents peuvent se balader, et qui va identifier ou envoyer une alerte sur le poste centrale des soignants en disant attention, il y a quelqu'un qui a passé le périmètre. On va pas déclencher l'alarme et envoyer la police, mais au moins il va leur permettre de se rendre compte tout de suite que quelqu'un est sorti du périmètre pour que ces personnes-là puissent aller voir ce qui se passe. Early Sun, c'est un moniteur patient sans fil, alors qui est assez impressionnant. On le place sous le matelas du patient et il va être capable de mesurer le rythme cardiaque, la pression artérielle, avec tout un ensemble de biocapteurs qui ne sont pas branchés au patient et d'alerter les soignants en cas de problème détecté. Donc ça, c'est un outil qui existe déjà, qui est là. Alors, il y a tout ce qui est robots de service, hein, les robots aspirateurs, les robots tondeuses, donc ça, on les connaît déjà depuis quelques années. Et on a également les robots compagnons. Alors, j'étais assez surprise, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, de voir que, finalement, avec nos seniors, on a beaucoup de robots déjà qui sont mis en place et qui ont un succès assez intéressant dans ces établissements-là. Parce que, voilà, ils ont une mission sociale, ils vont permettre de discuter, ils vont apporter un peu d'animation à des personnes qui en ont besoin à un moment donné et qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vu de notre fenêtre un peu lointaine, les accueillent la plupart du temps très bien. Que ce soit des robots compagnons, des robots de contact. Il y a une loutre française, alors je ne sais plus dans quelle ville, il faudrait que je retrouve, mais il y a une loutre blanche à qui on peut faire des câlins, qui ronronne. Enfin, vraiment, il y a des choses assez intéressantes, assez impressionnantes, et qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, selon les soignants et selon les personnes qui travaillent dans ces établissements-là, ont un vrai impact positif sur les résidents. Et donc, vous avez Compaille qui, lui, au-delà d'accompagner les gens et de leur faire la discussion, va également transporter les charges lourdes. Vous avez pour vos soignants, enfin pour vos aidants en centre médico-social, tous les liés à changer, ou en tout cas de gros éléments à bouger à un moment donné. Compaille va
pouvoir transporter tous ces éléments, tous les draps sales par exemple, d'un point à un autre. On va lui dire ramène ça à la buanderie, ben, il va aller à la buanderie, ramener tous les draps qu'on lui a chargés dans son petit chariot. Voilà pour les éléments aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là encore aujourd'hui et demain sur un stand pour l'IA, des conseils l'IA au service des entreprises. Le stand est par là, pas très loin. Puis si vous avez des questions, là tout de suite, quelques questions, n'hésitez pas. Il faut le coller au menton. Merci. Merci. J'avais une question parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a une entreprise française qui est connue, c'est Mistral. Oui, j'en ai parlé dès le début. Donc je n'étais pas là au début, désolée. Et qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à ChatGPT? Parce qu'ils font des grosses levées de fonds. Ils ont eu des grosses levées de fonds dernièrement, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. En termes d'ergonomie et de facilité d'usage, ChatGPT et Claude restent quand même un petit peu devant Mistral AI. Et Mistral a un positionnement qui reste quand même assez entreprise et sur comment amener l'IA dans des solutions embarquées. Là où ChatGPT, comme Claude, ont une interface utilisateur qui est très simple, très lisible. Enfin vraiment, pour un outil qui fait autant de choses, l'interface c'est une fenêtre dans laquelle on rentre la demande et un bouton pour envoyer la demande. On ne peut pas faire plus simple. Et c'est ce qui a également joué dans l'adoption de ces outils parce que c'est très très simple à utiliser et ça met à la portée de tout le monde sans compétences techniques ou autres. Donc Mistral AI est très bien. Mistral AI va aller très loin sur des aspects d'IA dans les entreprises. En termes d'utilisation au quotidien, moi ce que j'utilise beaucoup et ce que je recommande, ça reste beaucoup OpenAI pour la génération de textes classiques. Claude pour le traitement de données. Vous avez des fichiers Excel à charger pour lui demander d'analyser les données. Claude le fait mieux qu'OpenAI. Puis pour tout ce qui va être génération d'images, Midjourney, idéogrammes sont meilleurs qu'OpenAI. Donc voilà, chacun a un petit peu ses spécialités. N'hésitez pas, la plupart ont des versions gratuites. Donc rien ne vous empêche de les essayer toutes, si c'était le temps, et de voir ce qui vous convient le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup d'abord pour la présentation qui était vraiment super avec plein d'exemples très concrets, très intéressantes. Je me demandais justement pour les données, là vous avez donné l'exemple d'un fichier Excel ou d'un CSV qu'on peut donner à l'IA pour travailler. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin, donner accès à sa base de données et qu'est-ce que ça donne en termes de confidentialité? Alors, on peut aller plus loin et lui donner accès à la base de données, mais là c'est un développement. C'est un développement qui sera fait. En termes de confidentialité, en fait, on a deux choses. Déjà, quand vous êtes en train d'utiliser ChatGPT directement, vous avez la possibilité de lui demander de ne pas utiliser vos données pour l'entraînement du modèle. Du coup, vos données ne seront jamais renvoyées dans l'entraînement du modèle et sont protégées en termes de confidentialité. Si vous les utilisez en entreprise, c'est la même chose. Vous allez utiliser une API, c'est-à-dire une application d'appel de votre base de données pour envoyer les données vers OpenAI ou un autre outil d'IA. Et là également, vos données sont protégées par un accord de confidentialité. Si vous êtes sur des données très précises, de type médical ou autre, il faudra quand même prendre conseil auprès d'un professionnel pour vous assurer que ce que l'outil propose en standard est suffisant par rapport aux normes européennes. Merci. Merci. Et madame qui voulait poser une question. Merci. Je voudrais savoir si, à chaque fois qu'ils prennent des données, c'est toujours légal, est-ce que c'est vérifié ou pas? Les données qu'on peut récupérer, c'est des données qu'on a le droit d'utiliser à chaque fois ou il faut le vérifier? Alors, les données que vous récupérez vous appartiennent, vous pouvez les utiliser. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, vérifiez-les. N'allez pas, par exemple, faire un diagnostic médical ou un diagnostic fiscal sur une IA. Là, elle va vous donner des indications, mais ça reste des indications à confirmer par un professionnel. Est-ce que c'était ça le sens de votre question? Je pensais aussi, par exemple, au respect des droits intellectuels ou des choses comme ça, quoi. Alors, tout ce que vous générez, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous générez avec l'appli vous appartient. Vous en avez la propriété intellectuelle. Et ils ont mis des garde-fous pour ne plus qu'on puisse copier la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre.
Quand GPT est sorti, on pouvait dire dessine-moi Superman sur un toit, parce qu'on avait envie de faire une carte pour son gamin. Aujourd'hui, on ne peut plus. Parce que Marvel et toutes ces entreprises, mais c'est pas que Marvel, hein, tous les artistes se sont plaints en disant attention, on nous copie notre style, on nous copie notre essence finalement. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus demander à l'IA copie-nous tel ou tel artiste, tel ou tel style. Même lui demander dessine-moi un personnage à la mode de Pixar ou à la mode de Disney, on ne peut plus aujourd'hui. Il va nous dire ça enfreint mes protocoles de respect de la propriété intellectuelle. Donc il va falloir le formuler un petit peu différemment, en lui disant un personnage en 3D avec des yeux comme ça. Mais voilà, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn et puis au plaisir d'échanger sur vos projets. Merci.